Bon, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Guirec Zéo et je suis ravi d'introduire ce nouveau cycle des rencontres muséaux de l'association Métis intitulé Le musée participatif. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, l'association Métis est une association fondée en 2017 par Audrey Doyen, Cindy Lebas et Lina Uslit. L'objectif parmi d'autres de Métis est donc des rencontres muséaux et de se faire rencontrer les professionnels, les étudiants et les chercheurs du secteur muséal. En d'autres termes, de constituer un pont afin de faciliter la circulation des savoirs. Dans cette optique, les rencontres muséaux se déploient et se déploieront en 2021 et 2022 à Paris, bien sûr, ainsi qu'en région Bretagne, en région PACA et en virtuel, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Au-delà de l'organisation d'événements, l'association publie régulièrement sur son site des ressources en lien avec les thématiques des rencontres, ainsi qu'avec l'actualité du secteur. Avant de passer la parole à Maëlys Lyotard, co-commissaire du cycle avec Marie Ballarini, je souhaiterais souligner le fait que nos activités sont bénévoles et qu'elles ne pourraient se concrétiser sans le soutien en fait, de la DRAC Île-de-France et du département de la politique des publics du ministère de la Culture que nous remercions. Je précise par ailleurs que la rencontre est enregistrée et qu'elle sera diffusée par la suite sur notre compte YouTube. Donc, je passe à présent la parole à Maëlys et vous souhaite une bonne rencontre. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Guirec pour cette introduction et merci à vous tous pour votre participation à cette première rencontre du cycle consacré donc à la participation au musée. Marie Ballarini et moi-même, donc, qui co-organisons ce cycle, sommes ravis de l'engouement que suscite cette thématique et qui révèle sans doute à quel point ce sujet est d'actualité. Alors, bien que l'on parle en effet de participation des publics et en particulier de participation des habitants depuis les écomusées dans les années 70, le participatif est devenu depuis quelques années une préoccupation grandissante dans l'ensemble des musées, de sociétés comme de beaux-arts. En témoigne le rapport de la mission Musée du XXIe siècle en 2017 qui justement observe et encourage cette évolution vers un musée citoyen, inclusif et collaboratif. En témoigne également l'intégration du terme participatif à la nouvelle définition du musée proposée par l'ICOM à Kyoto en septembre 2019. Ainsi, non seulement les politiques muséales accordent un intérêt croissant au public, mais elles posent la question de leur inclusion et de leur implication, tandis que le droit de participer à la vie culturelle est de plus en plus souvent invoqué. Je pense là donc à la déclaration de Fribourg de 2007 sur les droits culturels qui ont été intégrés en France à la loi NOTRe en 2015. Donc dans ce contexte, les publics sont moins considérés comme des destinataires passifs que comme acteurs véritablement actifs de leur découverte au musée, de leur appropriation des collections, mais aussi potentiellement de leur valorisation, de leur exposition, de leur médiation. Donc c'est ce que nous allons voir au fil de cette première rencontre à travers différents exemples, correspondant, comme vous le verrez, à différentes formes et pourrait-on dire finalement à différents degrés de participation des publics. Et ce, depuis donc, les performances participatives proposées dans plusieurs musées par l'École parallèle imaginaire, dont nous parlera d'abord Simon Gaucher, jusqu'aux expositions participatives, voire projets de musées participatifs qui nous seront présentés par le directeur de la Réunion des musées métropolitains de Rouen, Sylvain Anick. Et ce, en passant par la médiation participative, dans un souci d'inclusion. C'est une étude issue de la thèse de doctorat, de sa thèse de doctorat que développera Muriel Molinier, docteur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos intervenantes et intervenants que je remercie chaleureusement pour avoir accepté sans hésiter notre invitation. Simplement une petite précision, donc l'idée est d'enchaîner l'ensemble des 3 interventions avant de finir ensuite par un temps d'échange et de questions. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure des interventions à noter les questions qui vous viennent. Vous pouvez les poser de 2 façons. Vous pouvez les poser par écrit directement dans le chat. Donc c'est le bouton discussion ou converser qui se trouve en bas de votre écran.
Marie Ballarini sera attentive à tout cela et on pourra les relayer donc, en fin de rencontre aux intervenants. Et puis, vous pouvez également, le moment venu, donc en fin de rencontre, vous pourrez lever la main virtuellement. Vous avez aussi un bouton pour ce faire, ou simplement vous signaler via le chat si vous souhaitez prendre la parole, et on pourra alors vous la donner et vous pourrez intervenir de vive voix. Petite précision aussi, le bouton QR que vous voyez, lui, est à utiliser plutôt si vous avez un souci technique. Et Guirec et Audrey de l'association pourront vous répondre dans ce cas. Commençons donc avec Simon Gaucher. Donc, Simon Gaucher, vous êtes metteur en scène, diplômé de l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Bretagne, co-créateur du Jeune Théâtre Laboratoire européen, mais aussi de l'École parallèle imaginaire, une structure de création qui, entre autres choses, organise ces fameuses performances muséographiques participatives, et en particulier le musée Recopier et l'Atlas des sociétés futures. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se cache derrière ces noms bien mystérieux? La parole est à vous. Très bien. Merci et bonsoir à tous. En tout cas, merci de votre invitation. Alors effectivement, moi, comme l'a dit Maëlys, moi, je ne viens pas du tout du monde des musées, mais plutôt du monde du théâtre. Et l'idée ce soir, c'était plutôt de vous faire le récit de ces deux expériences, effectivement, qu'on a menées avec donc l'École parallèle imaginaire. Et pour commencer, je voulais vous raconter un peu ce qu'était cette association avant de faire le récit de ces expériences, parce que le récit de l'association et de cette structure raconte déjà pas mal de choses sur pourquoi on a développé ces performances muséographiques. L'école parallèle imaginaire, en fait, elle est née en 2011, alors que moi-même, j'étais encore étudiant. Donc, moi, j'étais étudiant dans une école de théâtre, en lien aussi avec beaucoup d'étudiants d'école des beaux-arts, d'étudiants d'école d'architecture, et on se posait beaucoup de questions sur la pédagogie, notamment en matière d'art, sur ce qu'on avait besoin d'apprendre pour créer. Et face à toutes ces questions, inspiré aussi par Jacques Rancière et toute cette théorie du maître ignorant, on a décidé en fait de créer notre propre école pour tenter nos propres expériences. Parce qu'à l'époque, voilà, on partait du principe qu'on apprenait par empirisme, par expérience, et donc on crée des protocoles d'expérience qu'on réalisait, souvent qui mêlaient justement plusieurs disciplines. Et ces protocoles, on les transmettait à d'autres avec l'idée qu'il était sans doute plus intéressant en matière d'art de transmettre des processus plutôt que des savoirs figés. Et dans ce cadre de ces expériences, il y a beaucoup de choses qu'on a commencé à initier dans des musées, parce qu'on a tout de suite senti que c'était un terrain de jeu particulièrement propice à explorer l'histoire de l'art. J'ai souvent emmené des acteurs voir de la peinture. On avait créé au sein de notre école une espèce de leçon d'archéologie physique, et on s'inspirait des tableaux pour voyager dans le temps. Donc ça a été tout de suite, dès le départ de cette un endroit privilégié pour expérimenter pour nous. Et quand on est nous-mêmes sortis de nos propres écoles, de nos écoles respectives, on s'est posé la question du public, des participants, des visiteurs, puisque jusqu'à présent, voilà, cette école, elle s'était vraiment inventée dans un espèce de petit entre-soi d'étudiants, et petit à petit se posait la question, voilà, de convier d'autres personnes à assister ou à participer à nos expériences. Et finalement, l'expérience du musée Recopier, comme celle de l'Atlas des sociétés futures, découle de cette envie de mettre au centre le participant, le visiteur ou le spectateur. Donc, je vais commencer par parler du musée Recopier. Le musée Recopier, c'est quelque chose qui est né d'une expérience que je crois on a tous eu l'occasion de faire. C'est l'expérience d'observer, en l'occurrence pour ma part, un jeune homme un jour dans une exposition qui recopiait une œuvre. Ça, on le voit régulièrement dans les musées, un jeune homme, une jeune femme en train de recopier une œuvre. Et en l'observant, en fait, et en observant surtout les visiteurs qui passaient à ses côtés, je me suis rendu compte que finalement, les visiteurs étaient presque plus intéressés par l'œuvre en train de se recréer sous ses yeux, plutôt que par l'œuvre originale, ou du moins que ça créait une espèce de dialogue ou de regard nouveau sur l'œuvre originale. Et de cette observation, en fait, est née une question, la question suivante,
qu'est-ce que ça provoquerait de convier un groupe d'une centaine de copistes à recopier l'entièreté des collections permanentes d'un musée en une journée. Et par là, du coup, quelle serait l'expérience pour le copiste, c'est-à-dire de passer plusieurs heures devant une œuvre, alors que je crois qu'il y a certaines études qui montrent qu'un visiteur de musée passe en moyenne 9 secondes devant une œuvre devant laquelle il s'arrête. Donc, quelle serait l'expérience du copiste, mais aussi quelle serait l'expérience des visiteurs qui seraient conviés à assister à cette performance et qui verraient sous ses yeux toutes les collections d'un musée et le musée lui-même renaître. Il verrait finalement un double voir le jour. Et de là est né le concept de cette performance, convier donc une centaine de copistes amateurs à recopier l'intégralité des collections permanentes d'un musée en une ou 2 journées. Ça dépend du coup de la taille du musée, évidemment. Et à chaque fois, donc, il s'agit de convier un groupe assez hétéroclite, puisqu'on constitue un groupe de tout âge, avec des gens qui savent dessiner, des gens qui savent beaucoup moins, il y a également du coup des enfants. Mais l'idée est véritablement de constituer un groupe très, très hétérogène et de leur confier ce défi collectif de recopier donc la totalité des œuvres en un temps imparti, en leur précisant bien qu'il ne s'agit pas du tout de recopier le plus fidèlement possible l'œuvre d'art, mais que c'est véritablement la tentative collective qui fait œuvre. Et donc cette performance, on l'a tentée pour la première fois en 2016 au Musée des Beaux-Arts de Rennes, et ensuite elle a été réactivée dans tous les musées d'art de Bretagne en 2018. Elle a été rejouée également en 2019 au Musée de Valence. Et pour vous en donner un petit aperçu, je vais vous montrer une vidéo qui a été tournée justement lors de la première activation de la performance à Rennes en 2016. Alors, voici la vidéo. Les dessinant, on les découvre d'une autre manière. En fin de journée, on finit par s'allonger. Je crois qu'on a repris notre pari, tout le musée est recopié. Bravo. Merci et bravo à tous. Donc voilà, ça c'était en 2016. Et en regardant la vidéo, je me dis, ça fait rêver tant de promiscuité entre les gens. La première fois qu'on a tenté l'expérience, donc on ne savait pas du tout ce qui allait advenir. On cherchait au départ 60 copistes et il y a eu un espèce de succès de l'opération qui fait qu'il y a près de 120 personnes qui ont postulé pour participer. Ça s'est passé donc sur un week-end. Et face à ce succès, on a décidé de reproduire l'opération dans d'autres musées. Ce qui
nous apparaît à chaque fois quand on fait cette performance et qui est assez réjouissant, c'est que les musées qu'on connaît souvent austères, assez silencieux, devenaient très, très vivants et très bruyants. Et comme on le voit aussi dans la vidéo, ce qui est assez beau en fait, et ce qui se passe, c'est qu'il y a véritablement un espace de transmission informelle qui s'invente, puisque voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui savent dessiner, d'autres qui savent absolument pas dessiner, et il y a une transmission qui a lieu, notamment parce que pendant toute la performance, on crée un certain nombre de protocoles qu'on propose qui permettent aux participants de se rencontrer, de dessiner ensemble, mais aussi de réincarner les œuvres une fois qu'elles sont copiées. Et quasiment à chaque fois, on a réussi à tenir ce pari un peu fou qui est de recopier la totalité des collections du musée. Ce qui nous paraît également intéressant, c'est qu'on oublie bien souvent que les collections d'un musée municipal appartiennent à la ville et donc aux habitants de cette ville. Et via cette performance de copie collective, on a une impression très concrète justement de réappropriation de ce patrimoine commun. Et ça, c'est quelque chose d'assez palpable. Quand on l'a fait justement au musée des Beaux-Arts de Rennes, le conservateur du musée m'avait raconté une chose que j'ai trouvée assez troublante, qui était que au tout départ, en fait, avant même la Révolution française, les musées justement étaient créés avant tout pour que les artistes puissent venir s'entraîner, venir copier justement leurs pairs. Et c'est seulement après la Révolution qu'on a ouvert les musées au public. Et il y a une chose également qui se passe pendant ces performances, qui est assez réjouissante, qui est le fait que quand quelqu'un passe 2 ou 3 heures devant un tableau, il finit par le connaître très bien. Et que finalement, il y a une sorte d'histoire de l'art parallèle qui s'écrit ou qui s'invente. C'est-à-dire que la personne qui a passé tout le temps à regarder et à copier le moindre détail peut, de manière qui ne ressemble pas du tout au livre de l'art qu'on pourrait avoir, mais d'une manière extrêmement sensible et une chose qui est très belle dans le récit qu'en font les participants. Ce qu'on a vu aussi via cette performance, c'est qu'en fait, donc, à chaque fois, les gens s'inscrivent via un formulaire, donc on leur pose une série de questions. Et on s'aperçoit en fait qu'il y a à peu près la moitié des personnes qui ne sont jamais rentrées dans le musée. Je ne dis pas qu'ils ne sont jamais rentrés dans un musée, mais en tout cas, le musée auquel ils postulent pour venir recopier une œuvre. Et je trouve ça assez intéressant parce que finalement, cette possibilité de copier une œuvre, de s'autoriser à copier une œuvre, permet à des gens de s'autoriser à pousser la porte d'un musée, ce qu'ils ne feraient pas forcément s'il s'agissait juste de venir le visiter. Après, ce qui intéressant à raconter, c'est que à chaque fois, donc les œuvres copiées sont présentées dans le musée. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est pas sans poser un certain nombre de questions. Et je sais avec une des directrices d'un musée dans lequel on a fait ce musée recopié, qui était assez réticente, pas très à l'aise avec le fait justement de présenter des dessins d'amateurs aux côtés de chefs-d'œuvre. En tout cas, ça lui posait question et je trouve que c'est une belle question de se dire voilà, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible aujourd'hui justement de présenter des œuvres issues d'artistes non professionnels à côté de ces chefs-d'œuvre qui font notre patrimoine. À côté de ça, à côté de cette performance de 1 ou 2 journées, chaque fois, on a inventé qui s'appelle le Musée imaginaire du XXIe siècle. Alors effectivement, c'est évidemment une référence au musée imaginaire de Malraux, même si voilà, quand Malraux imagine le terme dans les années 60, il y a vraiment cette idée voilà, qu'à partir du XXe siècle, on a accès à la totalité des œuvres de l'humanité, donc on peut poser soi-même son musée à l'intérieur de sa tête. Mais quelque part, Malraux compose ce musée à partir de reproductions photographiques. Aujourd'hui, à l'heure justement où la photo est un peu omniprésente, où il y a beaucoup de visiteurs finalement qui regardent une exposition par le biais de leur appareil photo, j'ai l'impression que le musée imaginaire, il est plutôt de photographie
Mais pour nous, justement, c'était le postulat de se dire que peut-être que le musée imaginaire du XXIe siècle, il est composé uniquement de copies d'œuvres faites par des visiteurs de musées. Et donc, cette exposition, l'idée, c'est qu'elle soit également collaborative. Et on le voit un petit peu dans la vidéo. En fait, tous les dessins sont regroupés dans des portants. Et il y a des barres de balles sur les murs. Et c'est le visiteur en fait qui choisit de faire son propre accrochage. Et du coup, durant toute la durée de l'exposition, en fait, ce musée est en perpétuelle évolution. Et on propose du coup aux visiteurs d'être à la fois le commissaire de l'exposition en étant aussi regardeur. L'idée de cette exposition, c'était aussi de se dire voilà, comment est-ce que on fait voyager le musée et comment est-ce qu'on fait voyager les collections d'un musée. On sait de faire voyager un tableau. Mais là, comme il s'agit de copies qui sont tous dans un format raisin sur du papier, ça nous a permis du coup de faire sortir le musée de ses murs et de proposer cette exposition à chaque fois dans différents endroits. Souvent, c'était piloté du coup par le musée qui nous accueillait. Juste pour continuer, je vais vous livrer quelques récits justement de copistes parce que finalement, c'est eux qui en parlent le mieux. Et donc voilà une autre vidéo. Qui vous êtes ? Je m'appelle Olivier Maignan, je viens de Bretagne et j'ai eu la chance de pouvoir participer au musée Recopier. Ça m'a enthousiasmé, ça m'a énormément plu et puis c'est très, très ludique et en même temps très formateur. Puis là, c'est aussi l'occasion de... C'est autre chose. Là, on copie le paysage, on copie ce qu'on voit du musée. Là, je viens pas forcément recopier, je viens mettre mon petit grain de sel donc dans l'œuvre que je recopie, quoi, en fait. Voilà. Cet événement me paraît très très intéressant pour rencontrer des gens de toutes sortes, d'ailleurs, des gens qui savent dessiner et des gens qui ne savent pas dessiner. Ça apporte un jour tout à fait nouveau, c'est-à-dire que l'œuvre n'est plus quelque chose que l'on copie servilement et que l'on essaye, que l'on tente de reproduire, c'est quelque chose que l'on met en scène, que l'on met en vie. Et de faire une œuvre collective sans jugement, je trouvais ça chouette. Voilà, des amateurs, des professionnels, des enfants, c'est ce qui est génial en fait. De se faire plaisir de voir le musée d'une autre façon. Travailler avec les sentiments, le ressenti du jour en fait et du moment où on réalise notre œuvre. Et voilà, c'est ici que s'arrête la vidéo, hein. C'est pas un souci technique. Et juste pour ajouter quelque chose à ça, c'est que à chaque fois justement qu'on fait cette performance, il y a une espèce de communauté qui se crée, qui est extrêmement joyeuse. Et je trouve que ça recoupe assez bien avec ce que me racontait une directrice de musée un jour qui me disait voilà, que selon certaines études, quand on regarde une œuvre, ça procure une hormone de plaisir qui est apparemment la même hormone que celle qui est sécrétée quand on tombe amoureux ou quand on lit un livre ou quand on voit un film. Et je sens que voilà, de convier une centaine de personnes à regarder en même temps des œuvres d'art, il y a quelque chose de cette hormone qui voyage. Et je sais que dans les échanges que j'avais justement avec cette directrice de musée, elle me disait, mais en fait, voilà, il faudrait vraiment penser le musée comme un lieu du prendre soin. Et en tout cas, de travailler à ce que ce soit un lieu de bien-être et du coup, qu'on puisse aussi potentiellement s'allonger, comme le font certains copistes pour recopier des plafonds, ou en tout cas d'imaginer même des mobiliers qui permettent d'avoir un autre au repos face à ces œuvres-là. Après, voilà, le musée Recopier, donc, il a été activé dans 8 musées en tout. On espère ne pas s'arrêter là, puisque
un de nos buts secrets, quelque part, ce serait de recopier la totalité des musées du monde entier. Donc, on y travaille, hein, ça prend du temps. La crise qu'on traverse a freiné un peu notre élan, même si là, on est en train justement de travailler avec le musée du Louvre sur une sorte de musée recopié géant dans l'espace d'une semaine. Mais je ne sais pas quand ça pourra avoir lieu. Après, suite à cette expérience, justement, j'ai été interrogé par plusieurs directeurs, notamment de musées de société, qui se posaient la question de qu'est-ce que serait un musée recopié pour un musée de société. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le musée recopié, finalement, il est très ancré dans une histoire des musées. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que pourrait être justement un musée de société recopié. Et très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas extrêmement intéressant en fait, d'imaginer recopier peut-être, je ne sais pas, des bouts de silex préhistoriques ou des objets plus contemporains. Ce qui est intéressant et ce qui fonctionne dans le musée recopié, c'est qu'on invite les gens justement à retraverser le processus de création de l'œuvre. Et donc, on commençait à s'interroger sur voilà, quel était le processus de création d'une œuvre dans un musée de société. Et il y a le processus qui nous a intéressés, il est constitué de 3 étapes. Il y a à la fois la découverte d'un objet qu'on nous donne, qu'on découvre. Il y a à la fois l'étude de cet objet, donc lui imaginer un usage, mais également découvrir son histoire intime quand c'est possible. Et la 3e chose, c'est de finalement relier ces objets pour inventer et faire naître un récit de société. Et plus largement, moi, ce qui m'intéressait avec cette question de musée de société, c'est justement le musée de société, c'est un lieu où on archive des traces choisies qui forment l'histoire d'une société et on décide de faire raconter cette société. C'est de là qu'est né le second projet dont je vais parler, qui s'appelle donc l'Atlas des sociétés futures, qui a eu lieu. C'est beaucoup dire parce que en réalité, c'est vraiment un projet qui a été avorté à cause de la crise sanitaire qu'on traverse, qui devait naître au mois d'avril dernier, qui a été reporté à l'automne, qui a pu avoir lieu en très petite partie. Et donc qui s'est inventé pour le musée de Bretagne. Il faut savoir que c'est un projet aussi qui s'intègre à une réflexion plus collective qui a lieu au musée de Bretagne aujourd'hui sur la refonte du parcours permanent. Et donc l'idée fut de construire une nouvelle réserve, une réserve secrète, qui était constituée de 3 compactus et qu'on avait placés dans le parcours permanent. Et dans ces 3 compactus, on a introduit 90 objets qu'on avait sortis des réserves du musée. Et on avait commencé à fabriquer donc une sorte de fiche qui était la suivante, que ces 90 objets étaient non identifiés par le musée, qui pouvaient provenir d'une société passée ou même future, et que, quelque part, donc, on était à la recherche d'une centaine de Bretons pour étudier ces objets et découvrir peu à peu cette société disparue. Et donc, on créait des séances, des espèces de voyages temporels, des séances d'identification, où on invitait les gens à pénétrer dans ces réserves pour étudier, manipuler ces objets et formuler cette société disparue. Et là également, j'ai une petite vidéo à vous montrer pour que vous imaginiez davantage la chose. Selon certains spécialistes, justement, ces objets proviendraient d'une société passée ou même future. Cette société aurait disparu suite à une épidémie qui provoque des troubles mnésiques, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, ou autrement dit des amnésies. Et c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui convié, à la fois pour étudier ces objets, les manipuler, essayer peut-être de comprendre leurs usages, et in fine de découvrir justement quel serait le fonctionnement de cette société disparue. Le motif fait penser un petit peu aux tribus mongoles sur la bandoulière.
Ce serait plus une tribu un petit peu des Pays-Bas. C'est une forme d'expression de tristesse ou alors peut-être d'ivresse, je sais pas. Les petits poissons sortaient par là et après on faisait des spectacles de danse synchronisée de poissons. Je ne vois pas à quoi ça sert. Toi, tu penses que c'est quoi là ? Voilà, ça c'était donc une petite vidéo qui a été réalisée pendant la première séance de l'Atlas. Donc finalement, on a pu faire 3 séances sur les 5. Et à chaque fois, donc c'était une sorte de voyage dans le temps et on tentait de faire vivre aux visiteurs une expérience particulière du musée. On les faisait passer par une porte dérobée, on les perdait dans toute la partie technique du musée. Et avant de faire rentrer dans cette réserve secrète, donc on leur bandait les yeux, il fallait bien que cette réserve reste secrète, et finalement on les amenait dans le parcours permanent. Et ensuite, on confiait à chacun un objet. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait vraiment pour le visiteur une espèce de privilège à pouvoir toucher, manipuler, étudier un objet, alors que la plupart du temps, ils sont enfermés dans des vitrines. Et donc, chaque personne avait un objet à étudier, imaginait un usage et remplissait, donc, comme on le voit un petit peu, une notice d'objet. Et ensuite, grâce à un jeu de cartes, chaque ethnologue imaginait être le propriétaire de l'objet et produisait du coup une sorte de récit sensible de cet objet. Et dans la dernière partie de ces séances, justement, on mettait en relation les objets et les histoires des objets pour imaginer des bouts de société et imaginer finalement cette société future, disparue, qui était finalement une sorte de société parallèle à la nôtre. Donc, comme je vous le disais, on a assez souffert à cause de cette qu'on traverse. C'était des séances pour 30 personnes. On a dû diminuer drastiquement à 10 participants. Mais finalement, chaque séance mettait en fiction une sorte de petite communauté, un peu comme le fabriquait aussi le musée recopié. Une petite communauté qui là était une sorte de société d'ethnologie et aussi finalement une micro-société à part entière. Et ça interrogeait une question qui pour moi est centrale et qui est finalement au cœur des musées de société, qui est comment on fait société, comment une société produit des traces et comment aussi on choisit ces traces pour faire récit. Et pour finir, je trouve que ça interroge la fonction même du musée, c'est-à-dire quand on collecte justement des traces du passé, même si on essaye d'être objectif dans cette collection, inévitablement, les traces du passé conditionnent notre vision du présent. Et on sait aussi que l'histoire est une construction dont l'interprétation varie selon notre point de vue et notre expérience du monde, et que finalement, quand on interprète notre passé, on change inévitablement le présent, mais aussi notre avenir. Et je terminerai sur cette citation de Boris Vastiot, qui est le directeur du musée d'ethnographie de Genève, qui dit... qui est une chose que je trouve assez intéressante en termes justement de récit, qui dit la chose suivante: quoi que l'on fasse et quel que soit le degré de scientificité de l'exposition, non seulement les objets ne représentent toujours rien, mais ils seront utilisés pour exercer une influence sur un public, pour véhiculer des idées, construire des faits, instiller une vision du monde. Et du coup, voilà, pour finir, je trouve que la participation publique, elle est toujours assez passionnante, mais il faut qu'elle se trouve au bon endroit. Et en tout cas, on a trop souvent justement la tentation de faire partie du public sous la forme d'éducation artistique et culturelle, mais il y a sans doute une vraie façon de le convier à construire ou à contribuer à inventer justement les récits de société dont on a besoin à l'heure actuelle, et notamment à l'aune de cette crise qu'on traverse tous. Voilà, je crois que le temps qui m'est imparti est fini. J'avais une dernière partie, mais du coup, ce sera
je n'aurai pas le temps de la développer. C'est la cible de ce projet que vous aurez peut-être l'occasion de voir pour de vrai. En tout cas, merci de votre attention et donc je passe la... Merci beaucoup Simon. Merci beaucoup. Éventuellement, la partie qu'on n'avait pas eu le temps de développer, on pourra aussi en faire un article, par exemple, qui reprendrait votre intervention sur le site de Métis, et ce sera une façon de prolonger la rencontre par la suite. Donc, merci beaucoup pour la présentation de ces initiatives participatives que vous proposez donc au musée de Beaux-Arts d'une part, musée de société d'autre part, et qui finalement sont autant de façons de rendre les visiteurs acteurs et d'encourager leur appropriation à la fois personnelle et collective de ces collections qui sont au fond les leurs, comme vous le rappeliez justement. Je vois d'ailleurs dans le chat que vous avez déjà une invitation à venir recopier le musée de Montréal. Je vous laisserai prendre contact. Et puis par ailleurs, je vois qu'il y a également une question qu'on pourra vous poser en fin de rencontre. C'est aussi une visée d'appropriation, mais peut-être plus encore d'inclusion, qu'envisage la médiation participative étudiée par Muriel Molinier dans le cadre de l'exposition L'art et la matière au musée Fabre de Montpellier. Alors Muriel Molinier, je le rappelle, vous êtes docteur et enseignante en sciences de l'information et de la communication, muséologie à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, et vos recherches abordent le musée comme lieu privilégié d'inclusion pour les publics fragilisés. Votre thèse soutenue en 2019 s'intitulant « La voie de l'inclusion par la médiation au musée des Beaux-Arts, des publics fragilisés au public universel ». Donc c'est de cette thèse qu'est issu le travail que vous allez nous présenter. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de médiation participative et inclusive? La parole est à vous. D'accord, merci beaucoup Maëlys pour cette présentation et donc merci à Métis de m'avoir invitée. Donc bonjour à tous, donc pas besoin de me représenter vu que ça vient d'être fait, donc je vais de suite partager mon écran. Alors hop, normalement c'est bon, partager, voilà. Alors j'active mon affichage. Hop. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc, cette médiation participative au musée Fabre de Montpellier avec la spécificité de la participation d'une visiteuse déficiente visuelle qui a mis en place une médiation tactile pour le grand public. Donc en fait il s'agit d'un de mes terrains d'études comme cela a été dit. Et donc, dans ma thèse, en fait, j'aborde plus l'angle de l'inclusion que celui de la participation, mais j'ai observé quand même de la co-construction, notamment dans l'offre de médiation qui est adressée au public fragilisé, donc fragilisé, que ce soit par des problématiques médicales, médico-sociales ou sociales, tout en sachant que, comme dit dans le titre de ma thèse, à la fin, j'atterris à la vision d'un public universel. Donc, je laisse tomber après les catégorisations. Mais pour l'instant, je garde cette appellation de public fragilisé. Donc, cet extrait de ma thèse, c'est un exemple de co-construction au musée Fabre, donc dans cette exposition de l'art à la matière, et donc que je m'apprête à vous présenter. Donc, tout d'abord, dans un premier point, je vais faire une petite partie théorique sur le musée participatif. Donc ensuite, je vais vous présenter comment cette expertise tactile vient du Louvre jusqu'au musée Fabre, et le musée Fabre, après, ajoute donc la dimension de médiation participative. Et enfin, donc, je vais analyser cette co-construction et avec également un petit regard du côté de l'inclusion. Donc, par rapport donc, à ce musée participatif, donc, je m'appuie sur les travaux de Nina Simone. Donc, musée participatif, c'est le titre traduit, donc vous connaissez The Participatory Museum, donc de cette auteure américaine. Donc, elle parle de ce musée participatif qui connecte les visiteurs par leur création et le partage autour d'un contenu. Donc, il y a vraiment l'idée, donc au-delà de cette coproduction qui est née dans les écomusées, et donc qui a après débouché sur les bases de la nouvelle muséologie. Il y a aussi aujourd'hui tout ce qui est l'interaction sociale donc, du Web 2.0, donc qui inspire
cette idée d'étape pour cet échange, et donc qu'elle appelle des étapes pour passer du moi vers le nous. Donc l'étape numéro 1, on a l'individu qui va consommer du contenu. Donc le visiteur, il cherche du contenu, puis il accède à ce qu'il recherche. Ensuite, l'étape numéro 2, l'individu interagit avec le contenu. Donc là, on propose une opportunité d'investigation et on passe à l'action, on peut poser des questions. Le visiteur est dans l'interaction. Étape numéro 3, donc les interactions individuelles sont mises en réseau ensemble. Donc là, c'est le musée qui diffuse le résultat de ces actions. Enfin, il y a encore l'étape numéro 4 avant la 5. Donc l'étape numéro 4, les interactions individuelles sont mises en réseau pour un usage social cette fois-ci. Donc le musée va utiliser ces résultats pour agir sur le public et pour que les visiteurs se connectent à d'autres personnes. Et donc enfin, l'étape numéro 5, c'est le moment où les individus s'engagent socialement les uns avec les autres. Et donc, c'est l'idée d'un musée comme un lieu social qui est riche de rencontres stimulantes, enrichissantes avec les autres. Donc, dans cette vision participative, on peut distinguer, Nina Simone distingue 3 types d'actions de mise en commun. Donc, on a contribution, collaboration et co-construction. Donc, ce ne sont pas des synonymes, donc c'est vraiment une progression dans l'engagement du musée, mais aussi du partenaire. Donc, dans la contribution, il y a un aspect ponctuel de la participation. Donc, c'est là où le visiteur va tester des idées, va aider à donner son avis sur un nouveau projet. Niveau de la collaboration, maintenant, c'est une relation plus engagée. Donc, on établit des partenariats, il y a une implication plus forte du côté du musée. Il y a un vrai travail avec le partenaire, par exemple, pour développer un nouveau programme. Ensuite, au niveau de la co-construction, donc là, on est dans l'engagement maximal du musée et du partenaire. Donc, il y a vraiment un double objectif des deux côtés. Donc, c'est assez proche de la collaboration, sauf que l'on donne plus de pouvoir aux participants. Il a plus de liberté d'action, il peut injecter ses préférences, son style de travail, et ça conduit comme ça à une meilleure appropriation du projet. Alors, donc, en fait, pour cette exposition de l'art et la matière, tout va commencer à partir de la galerie tactile du musée du Louvre. Donc, je vous la présente rapidement. Donc, c'est une exposition de moulage qui a lieu dans une salle dédiée, donc dédiée à l'exploration tactile. Et donc, c'est pionnier dans l'histoire de l'accessibilité au niveau du public déficient visuel de façon internationale dans les musées. Elle a été pensée donc, pour le public déficient visuel, tout en sachant qu'il y a eu une évolution au niveau de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, l'autonomie a été recherchée pour les publics déficients visuels. Donc, on a rajouté les bandes podotactiles au sol, les rampes de guidage au niveau des mains. Ensuite, on a pensé au public voyant en traduisant en fait les cartels qui étaient au début uniquement en braille, et donc on les a traduits en français pour qu'ils soient inclusifs pour le grand public, le public voyant. Ensuite, il y a eu une préoccupation au niveau des scolaires, et donc là, le musée a rajouté des démarches d'accès pour les enfants, pour pouvoir avoir accès aux œuvres à hauteur. Donc, ici, c'est ce que j'ai noté, il y a une recherche en fait de mixité, mais qui est en aval. Disons que ça a été fait au fur et à mesure, sachant qu'après, cet espace va être prochainement entièrement repensé. Et donc, c'est en fait avec l'itinérance de cette galerie tactile, donc il y a des expositions qui durent environ 3 ans, et une fois qu'elles sont terminées, elles peuvent itinérer à travers le monde, ou en France en l'occurrence, pour notre cas présent. Et donc l'idée, c'est de transmettre son expérience, l'expérience acquise,
et donc notamment à travers plusieurs actions. Donc, le musée prête quelques œuvres, quelques moulages d'œuvres, et ensuite c'est au musée receveur de compléter sa future exposition sur place, et ensuite il conserve les moulages qu'il a réalisés. Ensuite, il y a une prise de contact qui est effectuée aussi avec les responsables d'associations de public en situation de handicap, donc au niveau de l'endroit qui reçoit l'exposition. Il y a également une formation des équipes pour des visites guidées destinées à l'exploration tactile des moulages, des copies. Et parfois, ça peut déclencher une prise de conscience de l'accessibilité selon les endroits où cette exposition itinère. Donc, voilà l'exposition de la galerie tactile, une partie qui va itinérer vers le musée Fabre. Et donc, il y a 5 moulages du Louvre qui ont été prêtés. Et donc, le musée Fabre va compléter et va ajouter cette idée de médiation participative. Donc, cette participation à la médiation par une visiteuse déficiente visuelle qui va créer une méthode issue de son expérience personnelle du toucher et de l'exploration tactile. Donc, elle va développer plusieurs dispositifs de médiation, donc notamment un audioguide pour le public voyant, un livret de visite adapté au public déficient visuel, et elle va également réaliser quelques visites guidées à double voix, en plus des visites guidées par les médiateurs du musée, donc qui ont été formés par le musée du Louvre. Donc là, on voit que la mixité a été recherchée en amont, mais on peut noter aussi que les outils de médiation sont parfois différents. C'est-à-dire que pour l'audioguide, il va y avoir un outil d'audioguide pour les personnes, pour le grand public voyant, et un audioguide avec les touches en braille pour le public aveugle. Le livret de visite, un livret de visite global grand public et un livret de visite adapté pour les déficients visuels à part. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une demande spécifique qui est faite à l'accueil du musée ou quelque part, et pour rappeler une déficience et pouvoir bénéficier d'une adaptation. Donc, cette construction de médiation participative, elle s'est faite donc avec un partenaire qui est une personne aveugle et qui a été embauchée temporairement pendant 8 mois. Donc, elle était anciennement visiteuse, elle suivait les visites adaptées pour le public déficient visuel au musée Fabre. Elle avait également fait un stage au sein de l'équipe du service des publics et du musée Fabre. Et aussi, elle est membre de la Fédération des aveugles de France. Donc, elle était aussi personne ressource, comme préconisé aussi par le musée du Louvre comme contact. Donc, ensuite, il y a eu plusieurs étapes préalables à la création de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, elle a participé à la transposition des moulages en guidant le sculpteur. En fait, pour tous les moulages qui ont été réalisés en complément pour compléter ceux du Louvre, elle a guidé le sculpteur pour retrouver la même expérience tactile que l'œuvre originale. Ensuite, elle a dû aussi comprendre l'espace d'exposition, à la fois pour le livret de visite et le parcours de l'audioguide. Et ensuite, elle a dû mêler donc, des explications de la méthode de découverte tactile qu'elle a entièrement créée et les mêler avec des notions d'histoire de l'art, parce qu'elle a dû écrire les textes et enregistrer sa voix. Donc, tout ceci sans connaissance particulière en histoire de l'art ou en médiation et sans habitude personnelle d'utilisation d'audioguide en visite. Donc, alors, à présent, par rapport à la co-construction de la médiation, donc ici, le musée délègue une partie de la médiation, ce qui va favoriser l'implication. Et on voit que sur un temps de 8 mois, qui est vraiment un temps long, et même on peut se dire que ça peut aller au-delà de la co-construction, parce qu'on embauche carrément, le musée embauche carrément le participant. Donc là, ça questionne également
au-delà de la co-construction. Donc, si on revient à cette histoire de double objectif musée partenaire, donc les objectifs du musée, donc il y avait cette idée de lever l'interdit du toucher qu'il y a dans les musées, donc toujours cette interdiction de toucher. Donc là, c'était l'idée de franchir cet interdit. Ensuite, deuxième objectif, il y avait le fait de répondre à la politique d'accessibilité, donc obligée par la loi, mais également de mettre en avant le travail avec les publics déficients visuels et l'intégration des publics spécifiques menés par le service des publics. Il y avait également le fait de sensibilité à l'altérité et à la déficience visuelle. Le fait de s'ouvrir aussi à une mixité de public. Et aussi, enfin, le fait d'œuvrer pour un musée citoyen, un des slogans du musée Fabre. Donc, côté musée, on avait ces objectifs. Côté partenaire, donc là, on était dans des objectifs un peu différents, mais qui peuvent se recouper. Donc, il y avait l'idée de faire regarder autrement, donc au-delà de regarder une sculpture avec les yeux. Ça, c'était un objectif important. Aussi, le fait de transmettre son expertise du toucher, donc de vraiment développer cette méthode d'exploration pour une représentation mentale des œuvres. Et avec cette idée de gommer donc, les différences entre les voyants et les non-voyants, grâce au toucher, grâce au ressenti, et de faire évoluer tout ceci. Ensuite, il y avait cette idée de faire avancer l'accessibilité pour le public déficient visuel, sachant que l'accessibilité est assez rare dans les expositions temporaires, donc ce qui peut couper ce public de l'actualité sociale et de l'actualité des musées. Et cette inaccessibilité qui était en défaut dans la collection permanente. Ensuite aussi, il y a eu l'objectif de sensibiliser les collègues en interne et après, à titre personnel, de trouver un travail dans la culture. Donc, si on revient, on réfléchit aux étapes donc pour l'évolution de la participation du moi au nous, vers le nous, donc là, on serait environ à l'étape 4, où on se situe dans une interaction individuelle qui est mise en réseau pour un usage social. Donc, en fait, au-delà d'une simple diffusion par le musée, la participation, elle devient le discours principal de la médiation et elle est proposée à tous les publics. Donc, on rend utile socialement la production du visiteur au sein du musée. Enfin, au niveau donc, de la médiation participative et inclusive, on peut voir qu'en fait, ce n'est pas juste une co-construction de la médiation, il y a un retentissement sur l'inclusion, donc c'est un peu ces deux dimensions qu'on peut interroger. Alors, tout d'abord, quelques questionnements soulevés par la participation, donc au niveau de la pérennisation, donc on peut se demander au niveau des prochaines expositions, est-ce qu'il y a un objectif de reproductibilité? Est-ce que cette transmission d'expertise par rapport à la déficience visuelle, elle a été acquise côté musée et donc elle va être amenée à se répéter? Ensuite, on peut se demander est-ce qu'il y aura des expériences similaires envisagées pour les autres publics fragilisés? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se répéter avec tous les publics? Sachant qu'il y avait une autre expérience intéressante de participation au musée Fabre, aussi à travers un audio guide qui était réalisé par des détenus. Et donc, c'était plutôt contributif parce que c'était plutôt ponctuel sur quelques journées. Sur quelques jours, donc l'audio guide était disponible pendant les journées du patrimoine, mais c'était également une mise en réseau pour un usage social. Donc ensuite, c'était pour mettre en avant par rapport aux acteurs pour co-construire l'inclusion. Donc moi, dans ma thèse, j'ai mis en avant, j'ai repéré 3 acteurs privilégiés qui sont mobilisés justement pour co-construire cette inclusion. Donc comme appui pour le musée, donc il y a le public lui-même fragilisé, comme on l'a vu ici,
On a également l'accompagnateur de ces publics qui sont fortement sollicités, même s'ils ne sont pas automatiques ou nécessaires, et les professionnels extérieurs, que ce soit les entreprises, les spécialistes, etc. Ensuite, donc là, par rapport à l'idée que si le public devient médiateur du musée, est-ce qu'il faut commencer à remettre en question l'expertise du médiateur? Donc là, je m'appuie sur une intervention de Rebecca Lemay-Perrot en 2020 lors du colloque international de muséologie sociale, participative et critique, donc qui soulignait l'effacement de cet expert professionnel, enfin qui interrogeait, et qui en fait partage son autorité. Et en fait, face à cette injonction à la participation, est-ce que le musée doit revoir son organisation et changer de mentalité? Donc ça, par rapport à la participation, ce sont les questions qui peuvent émerger. Ensuite, une analyse par rapport à l'inclusion cette fois. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire de cette intervention, c'est qu'une action d'un visiteur qui est devenu temporairement acteur du musée fait augmenter l'offre accessible pour le public déficient visuel et enrichit la médiation pour le grand public. Donc, il n'y a pas une médiation spécifique à part et on sort de la catégorisation des déficiences par public spécifique et une personne aveugle s'adresse au grand public et au public déficient visuel. Donc, elle n'est pas cloisonnée avec les seules personnes qu'elle pourrait être censée représenter. Donc, en fait, l'inclusion du public déficient visuel dans cette cible de médiation, ça amène à ce que les personnes déficientes visuelles soient incluses au sein du grand public. Ensuite, nous avons une inversion de posture, c'est-à-dire que les personnes catégorisées déficientes apportent un supplément au grand public. Donc, un supplément qui est créé par l'inclusion, donc une fragilité comme source d'inspiration. Donc là, on est vraiment dans les principes de conception universelle. Et donc, à ce moment-là, on inclut le grand public dans la découverte tactile. Donc, c'est à la fois une ouverture vers autrui et aussi sur soi-même. Et enfin, dernière piste d'inclusion, c'est l'inclusion professionnelle temporaire de cette médiatrice déficiente visuelle. Donc, en guise de conclusion, j'aborderai les limites de cette inclusion participative, donc cette co-construction de l'inclusion, avec une première limite qui serait de trop déléguer la médiation aux partenaires. Donc, en fait, on pourrait aboutir à un regard extérieur qui serait systématiquement plaqué et pas remis en question par un savoir détenu côté musée. Donc ça, c'est quelque chose qui questionne. Ensuite, une deuxième limite serait de ne pas viser une véritable inclusion, c'est-à-dire l'utilisation d'un même outil de médiation pour tous. Donc, grand public avec tous les publics fragilisés, donc toujours dans cet esprit de conception universelle. Donc, si on utilisait le même outil, donc ça annulerait le fait de justifier donc, de cette déficience à l'entrée du musée pour disposer d'un dispositif spécifique ou de s'inscrire à une visite spécifique ou de construire sur mesure un dispositif spécifique. Et donc, on peut imaginer que cette participation pourrait s'inscrire facilement dans un dispositif pour tous à visée universelle. Voilà, bah, écoutez, moi je suis arrivée au bout. Alors je vois que j'ai des messages, mais en partageant mon écran, je ne les vois pas. Donc je vous remercie et je reviens. Est-ce que j'ai dépassé? Non, c'est parfait. Vous avez parfaitement tenu le temps imparti. Merci beaucoup, Myriam. D'accord, merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation qui donc a pu mettre en lumière une forme de participation au service de l'inclusion, en l'occurrence des visiteurs non-voyants. Et merci également pour la référence dans un premier temps à Nina Simon, qui il est vrai, est assez incontournable lorsqu'on parle de musée participatif. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter sur YouTube son TEDx très inspirant sur ce qu'elle a mis en place en matière de participation au musée de Santa Cruz. Mais nul besoin de traverser l'Atlantique pour découvrir des exemples fort inspirants d'expositions reposant justement
sur la participation des publics et même de musées co-construits avec les habitants. Je pense là à la Chambre des visiteurs, au Club des visiteurs et au projet Beauvoisine, dont vous allez nous parler désormais, Sylvain Amic, vous qui êtes donc, je le rappelle, à la tête des musées de Rouen depuis 2011 et qui avez par ailleurs pris part à la mission Musée du XXIe siècle que j'évoquais en introduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces différents projets participatifs menés par la Réunion des musées métropolitains? Merci Maëlys, et permettez-moi en préambule peut-être de dire ce que c'est que la Réunion des musées métropolitains. C'est un regroupement de 11 musées désormais qui comporte à la fois des musées beaux-arts, le musée des beaux-arts, le musée de la céramique, le musée de la ferronnerie, des musées d'art et de sciences comme le musée des antiquités, le musée d'histoire naturelle, ou encore le musée, un pôle industriel avec un musée qui s'appelle la Corderie Valois et un autre la Fabrique des Savoirs. Et puis depuis le 1er janvier de cette année, un pôle littéraire avec 2 musées qui sont les musées Flaubert et les musées Corneille. Donc vous voyez un ensemble de musées qui couvrent à peu près l'ensemble des champs patrimoniaux et des domaines de la connaissance. Et à ce titre, le projet de Réunion des musées nous a conduit tout de suite en fait à en quelque sorte abolir les frontières entre les disciplines, puisque aujourd'hui finalement tous ces patrimoines que nous conservons sont mis sur un pied d'égalité. Donc il n'y a pas les hiérarchies que l'on connaît entre les beaux-arts et le reste, au sein même des beaux-arts, entre les périodes, les disciplines, etc. Et je pense que cette première mise à plat a permis peut-être de casser quelques codes. Et en fait, de ce qui a été dit précédemment et de ce que j'ai lu un peu sur le chat, sur les questions, pourquoi les musées sont-ils si lents à venir aux pratiques participatives, ça me ferait peut-être poser les choses de façon encore plus radicale. Parce que vous voyez, en fait, ce patrimoine que nous conservons dans les musées, c'est un bien qui est commun. C'est vraiment, ça fait partie des biens communs, comme l'eau, comme l'air, comme toutes ces choses que nous partageons. Et la collectivité a fait beaucoup d'efforts pour conserver ces biens communs. C'est une charge très lourde qui est portée à travers les siècles. Et d'une certaine façon, le contrôle qu'exerce la collectivité sur les musées me semble finalement très lâche et très peu, très peu conscient. Donc en fait, la collectivité va recruter des personnels qualifiés parce qu'ils ont suivi des parcours, des cursus académiques tout à fait certifiés. Mais ensuite, vous voyez, dans le contrôle, quel contrôle le citoyen exerce-t-il sur l'action des musées, sur les choix qui sont opérés, sur les accrochages qui sont faits, sur les œuvres qui sont montrées, sur les orientations. Il y a des moments dans lesquels le citoyen peut se prononcer. C'est par exemple le moment où on adopte le projet scientifique et culturel qui est voté par l'Assemblée, par la collectivité. Donc, ça va être une ville ou une agglomération, une métropole. Mais au fond, il y a une très grande confiance qui est donnée aux professionnels des musées que nous sommes. Et ces professionnels de musées, peut-être parfois en abusent-ils un petit peu de cette confiance, car ils sont les détenteurs d'un savoir qui n'est pas très partagé. L'histoire des arts est très peu partagée à l'école, très peu enseignée. Et heureusement, il y a d'autres choses que les musées d'art. Il y a aussi d'autres disciplines dans lesquelles peut-être les connaissances sont un petit peu plus partagées entre la population et les professionnels des musées. Mais en tout cas, fort de cette expertise, il y a une certaine timidité, je dirais, à ce que le visiteur ou le citoyen, tout simplement, s'empare de la question des musées et tente d'y apporter sa pierre. Et tout à l'heure, par exemple, il a été dit, mais alors, si l'on doit se dépouiller de l'expertise, si le médiateur doit se dépouiller de son expertise, est-ce qu'il n'y a pas un danger? Mais en fait, le problème, il est plus global. C'est quelle est l'expertise et comment cette expertise, elle s'exerce? Et pour moi, elle ne doit pas s'exercer de façon descendante,
Elle ne doit pas s'exercer de façon unilatérale. Cette expertise, chez nous, à la Réunion des musées métropolitains, elle est forcément co-construite au sein même des agents qui y travaillent. Pourquoi? Parce qu'un objet peut être vu sous plusieurs regards. Et par exemple, une sculpture en ivoire, elle peut être analysée par le conservateur des collections médiévales, qui va nous faire un cours tout à fait intéressant sur le style, sur l'origine, la provenance de cette œuvre et son commanditaire. Mais elle peut aussi être analysée par le collègue qui lui est en charge des collections de sciences de la vie et de la terre, et qui va nous dire que cet ivoire, en fait, il provient de telle espèce d'éléphant, et que le fait qu'on la retrouve en Normandie à ce moment-là, à l'époque médiévale, eh bien, nous enseigne qu'il y a eu des prédations, puis des échanges, puis du commerce, toute une histoire, et que finalement la forme de cette sculpture, elle est largement dictée par la forme de l'objet initial. Donc, avec cet exemple, pour vous montrer qu'un objet est forcément polysémique, et que ne serait-ce qu'au sein de la communauté des conservateurs et des experts, je parle au masculin, mais bien sûr, je devrais être inclusif, au sein de cette communauté, eh bien, déjà plusieurs regards sont possibles, et qu'ensuite, cette communauté peut s'élargir aux visiteurs. Et donc, moi, je poserais plutôt la question de dire à quoi sert l'expertise des professionnels de musée. Et pour moi, cette expertise, elle s'exerce comme un recours. Elle s'exerce comme la personne vers laquelle on se tourne quand on veut des informations fiables et vérifiées, surtout dans ces temps où on a du mal à échanger, à avoir des informations fiables avec l'arrivée des fake news et des réseaux sociaux qui a un peu plus rendu confuse la connaissance scientifique. Alors voilà, c'est comme ça que nous nous plaçons. C'est-à-dire nous ne sommes pas les seuls détenteurs du discours sur les objets, nous sommes des experts de référence qui exerçons un contrôle sur les données parce que nous les confrontons à l'avancée scientifique, parce que nous sommes membres d'une communauté scientifique et que nous tenons au courant, mais nous ne sommes pas les détenteurs du discours sur les œuvres. Vous savez, dans certains musées, il y a ce qu'on appelle un droit de parole, c'est-à-dire qu'un guide qui viendrait avec son groupe doit payer pour simplement avoir le droit de s'exprimer dans le musée. Alors ça, précisément, c'est quelque chose que nous avons aboli dans les musées métropolitains dans la métropole de Rouen. De même, nous avons d'ailleurs rendu l'accès à des collections gratuit, puisque c'est un bien commun. Donc, ce que nous voulons, enfin, ce que nous souhaitons, c'est que ces collections soient activées par la population pour qu'elle y trouve des réponses aux questions qu'elle se pose. Et pour cela, il faut essayer de faciliter l'accès par un discours, par une démarche participative généralisée, globalisée, et aussi, bien sûr, par en abolissant tous les freins qui sont ceux de la tarification ou d'autres emblèmes qui peuvent empêcher les visiteurs de se rendre dans les musées. Alors, peut-être on peut passer quelques diapositives pour vous montrer quelques documents, quelques exemples de participation que nous avons pu mettre en place. Évidemment, ce n'est que quelques exemples et surtout pas des formats que l'on veut pouvoir généraliser. C'est vraiment des cas locaux qui ont été réalisés chez nous et qui sont bien sûr inspirés d'autres initiatives, qui en ont inspiré d'autres. Et je pense que là, je suis pour le pillage généralisé des bonnes idées et la mise en réseau de toutes ces bonnes idées. Alors, la première réalisation que l'on a lancée, c'est la Chambre des visiteurs. Et vous voyez sur cette première diapositive un dispositif assez engageant qui avait été mis en place dans une des salles du Musée des Beaux-Arts. La Chambre des visiteurs, on en est à la 5e édition et nous sommes partis de ce constat, comme je vous le disais, que les collections sont un bien commun et que nous exerçons un contrôle absolu sur ce qui doit être montré. Or, au Musée des Beaux-Arts de Rouen, nous avons une collection vraiment magnifique. Il y a 3000 tableaux, il y a 800 sculptures et quand bien même on est dans une dynamique très active de réaccrochage, de transformation régulière des salles du parcours permanent, quand bien même il y a toujours des orphelins. Il y a toujours des œuvres qui ont qui ont une singularité qui fait que vous avez du mal en tant que scientifique à les inclure dans votre démarche, dans votre projet.
Et puis, il y a aussi le goût qui change. Mais en même temps, ce n'est pas parce que le goût change que la légitimité des œuvres disparaît. Et donc, on s'est dit qu'après avoir donné à des stars la possibilité de choisir dans nos collections, on a travaillé avec Agnès Jaoui, on a travaillé avec Christian Lacroix, on a travaillé avec Olivia Putman ou avec Laura Adler. On s'est dit, mais pourquoi pas donner ce privilège que l'on donne à des personnalités, pourquoi pas le partager avec les visiteurs? Donc on s'est dit, alors plus de stars, la star c'est le public, donc on va proposer au public de choisir lui-même dans les réserves des œuvres qu'il pourrait avoir envie de voir. Parce que en fait, ces œuvres, elles n'ont jamais leur chance, parce qu'elles ne sont jamais identifiées par nous comme devant sortir des réserves. Alors, ça, c'est un dispositif qui est compliqué à mettre en place dans un musée parce que vous ne pouvez pas faire venir dans les réserves tous les visiteurs, ce n'est pas possible. C'est des lieux d'abord protégés, puis exigus, et il y a beaucoup de cas où vous ne pouvez pas faire rentrer beaucoup de visiteurs dans une réserve. Alors, on a décidé de créer un site internet, une plateforme qui permettrait aux visiteurs de voir les œuvres. Et puis, de petit à petit, on a développé des thématiques. Donc 2018, c'est Bienvenue aux Beaux-Arts, c'est la première initiative. 2019, les curiosités, c'est le moment où on a élargi la chambre des visiteurs à l'ensemble des musées de la Réunion des musées métropolitains, donc l'ensemble des curiosités, l'ensemble des patrimoines. 2020, Rikiki, là c'était le spectre, c'était les toutes petites œuvres qu'on ne voit que très rarement parce qu'elles sont compliquées à sortir. Donc c'était une histoire de taille, donc des petites œuvres qui ne sont jamais vues, mais sur lesquelles qui pouvaient brasser l'ensemble des collections présentées. Et puis cette année, jeu de mots, c'était sur la littérature, l'écriture, tout ce qui fait finalement, ce qui vous permettait de célébrer l'arrivée des musées littéraires dans la Réunion des musées métropolitains. Alors si on voit dans la diapositive suivante, on peut voir qu'il y a un système de top et flop au moment où le vote est ouvert. Donc les internautes sont invités à voter en ligne. Vous pouvez voter dans une période qui est de quelques semaines autour des journées du patrimoine. Tout le monde peut voter, il n'y a pas de limite, même si on ne viendra pas au musée. D'ailleurs, on a des votes de Corée, du monde entier. Et puis, il n'y a pas de prérequis. Ce n'est pas un public choisi. D'autres musées font d'autres actions qui sont aussi très bien, avec un panel représentatif qui change chaque année, qu'on va associer à des choix. Là, nous avons voulu partir d'une solution où tout était ouvert. Mais pour les questions de commodité, au sein d'une sélection d'œuvres que nous avons auparavant constituées. Une centaine d'œuvres que nous avons choisies parce qu'elles sont... par exemple, en bon état, ou elles ne pèsent pas 3 tonnes, elles vont pouvoir être présentées sans des difficultés majeures. Donc, du coup, on a une période où le vote est ouvert, et puis on voit tout à coup des tendances qui s'affichent. Alors, sur la page suivante, vous avez, par exemple, ce qui était proposé. Là, c'était pour la première, je crois que c'était une des premières chambres des visiteurs. On était sur les musées des Beaux-Arts. Donc, chaque œuvre est accompagnée d'une toute petite anecdote. On ne veut pas du tout situer les œuvres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours, il n'y a pas de filtre, on n'essaye pas d'expliquer pourquoi l'œuvre est intéressante, on fait juste un commentaire minimal. C'est le mot d'ordre, c'est un tweet. Vous voyez, ce n'est pas plus que ça, pour donner envie aux gens d'aller un petit peu plus loin, puis de leur donner envie de voter. Et ensuite, une fois que la sélection est faite, eh bien, on met en œuvre la sélection, puisqu'on la rend réelle, c'est-à-dire qu'on crée une salle au musée où ces œuvres sont présentées. C'est la diapo suivante, où on voit une scénographie qui était là aussi assez choc pour cette première chambre des visiteurs. Alors, parfois, on a réussi aussi à associer les visiteurs à des ateliers, par exemple, de conception de cartels, mais c'est pas toujours facile d'avoir un lien entre la communauté qui vote et la communauté qui s'implique véritablement et qui vient véritablement au musée. Au moment du vote, il y a aussi des actions pour être admis dans les réserves des musées.
et puis pourquoi pas échanger avec des professionnels de musée. Voilà, donc ça, c'est une démarche qui dure maintenant depuis 5 ans. Sur la diapo suivante, vous avez l'invitation à voter pour la session sur la taille qui s'appelait donc Rikiki, et sur la suivante, le petit flyer qui a incité à voter pour les œuvres liées à la littérature ou à l'écriture. Alors, il y a eu aussi des dispositifs interactifs dans le musée. Vous avez vu la première salle avec la première diapo, on voyait on pouvait voter avec un petit bulletin en papier. Et puis ensuite, on est passé au tout, voilà, c'est ça, bravo. On est passé au tout web, mais on a eu à certaines saisons des bornes tactiles qui permettaient de voter dans les musées. C'est assez compliqué, assez cher, assez lourd. Donc, on a abandonné cette solution. Et l'année précédente, pour Rikiki, on avait au contraire un stand mobile qui se déployait dans des lieux comme des centres commerciaux où des médiateurs ou des médiatrices avaient des petites tablettes et permettaient aux gens de voter, interpeller les gens et les permettaient de voter en direct. Voilà, donc là, il peut y avoir comme ça des dispositifs qui se déploient différemment, mais ce qui réunit tout, c'est la plateforme qui permet d'avoir une très grande visibilité, puisqu'on a environ 10 000, 5 à 10 000 votants par session, et puis aussi surtout d'être pérenne, c'est-à-dire que cette sélection d'œuvres, elle demeure sur la plateforme. Vous pouvez vous connecter à la chambre-des-visiteurs.com et vous allez voir les choix, toutes les sélections de toutes les années. Et c'est une façon aussi pour nous de rendre visible un patrimoine qui reste normalement dans l'ombre. Alors, j'ai une anecdote à raconter sur la chambre des visiteurs, c'est que dans la première édition, il y avait un tableau anonyme qui a été plébiscité par les visiteurs qui représente, je n'ai pas la diapo là, qui représente un chat qui regarde par une fenêtre cassée un oiseau dans une cage. Et c'est un tableau très, très amusant, qui était anonyme, 19e, qui n'avait pas été exposé depuis environ 20 ans. Et évidemment, il a eu un grand succès. Par contre, un tableau qu'on avait prêté dans des expos, par exemple à Lausanne, dans la très belle exposition de la Fondation de l'Ermitage sur la fenêtre. Et c'est un tableau qu'ils avaient même sélectionné pour une carte postale. Donc, on savait que ce tableau avait un potentiel, mais c'était difficile de l'intégrer dans nos accrochages. Et comme il a été sélectionné par les visiteurs, il a été exposé. Et un jour, j'ai trouvé un graffiti sur le cartel. Il y avait marqué joncherie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ce mot joncherie, c'est pas, bon, voilà, ça doit vouloir dire quelque chose. Et en cherchant, on s'est aperçu que Gabriel Germain Jonchery est un peintre de nature morte et de trompe-l'œil du début du 19e siècle, dont l'œuvre était très méconnue, et qu'en fait, il s'agissait d'une attribution spontanée qu'un visiteur avait faite. Et cette attribution, nous l'avons travaillée, elle est parfaitement légitime et parfaitement plausible. Et nous avons donc décidé de surveiller les ventes de Gabriel Germain Jonchery, et nous avons pu acheter un très beau tableau qui était un trompe-l'œil, avec un cabinet de curiosité, pour une somme tout à fait abordable. Donc vous voyez que ce côté, il y a le côté crowd curating, comment dire, l'appel aux visiteurs, à la population pour être commissaire, mais aussi le crowd sourcing, vraiment l'idée que l'information peut venir du visiteur, en tout cas du participant au programme. Alors, après cette chambre des visiteurs, on a voulu essayer d'élargir le concept. On a créé quelque chose qui s'appelle le club des visiteurs, qui est complètement différent. En fait, c'est l'idée de fidéliser la communauté, parce que vous voyez que la chambre des visiteurs, c'est un moment un peu régulier, certes, mais qui ne permet pas aux participants d'avoir une relation durable avec les musées. Mais pourquoi pas, c'est aussi bien d'être dans la légèreté, c'est-à-dire, voilà, je vote, et puis je ne vais pas plus loin, ça suffit. Donc, avec le club des visiteurs, on a voulu essayer de créer une plateforme qui permettrait un échange plus durable et de créer véritablement une communauté. Donc, c'est une appli et un site que vous pouvez taper leclubdesvisiteurs.fr, vous allez vous retrouver très vite sur la plateforme. Et là, l'idée, c'est de vous proposer, c'est la diapo suivante, d'être membre du club, et à ce titre d'avoir certains privilèges, comme des contenus exclusifs ou encore des sondages, des possibilités d'interagir avec notre équipe. Donc, c'est un
une plateforme qui est animée par le service des publics. Donc, vous pouvez voir aussi les deux, trois diapos suivantes, l'esprit un peu de la plateforme, c'est-à-dire à la fois une actualité, une interaction avec le public, l'accès à des jeux concours, on peut gagner des invitations, on peut gagner des goodies, on peut gagner des participations. Et en fait, tout le tracking du comportement du membre du club nous permet aussi d'avoir des infos sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Des fois, on sollicite très directement le membre du club, on dit tiens, on voudrait faire une expo sur tel sujet, est-ce que ça vous plaît? Et on a un retour. Et d'autres fois, c'est simplement de voir son comportement sur le site, sur la plateforme, qui nous permet d'avoir quelques renseignements. On s'était inspiré pour cela de la plateforme qu'avait mis en place le Dallas Museum of Art, DMA, qui était, ça s'appelait DMA Friends. C'était un programme, vous voyez, un peu à l'américaine, où on gagne on capitalise des points, c'est aussi possible chez nous, de façon à accéder à certains privilèges. Et pour gagner ces points, vous participez à des challenges ou simplement par le bénévolat, par d'autres actions au sein du musée. Donc là, c'est pour l'instant quelque chose qui démarre doucement. On est à peu près 200 membres du club. Évidemment, on souhaite que ça croisse. Et surtout, on voudrait être plus dans la participation. Pour l'instant, il y a les clubbers viennent, consomment les contenus, etc., mais ne sont pas trop dans la participation. Donc, on est en train de réfléchir à accroître la part participative des actions pour ce club. Alors voilà, vous voyez deux projets qui sont maintenant des réalités. Bon, évidemment, c'est un peu de travail, ça coûte un peu d'argent. Pour le premier, la plateforme nous a coûté 25 000 € à développer pour la Chambre des visiteurs. C'était les reliquats d'un crédit du service communication. Et puis pour le deuxième, on a été aidé sur un appel à projet innovant, les appels, je ne sais plus comment ça s'appelle, projet numérique innovant, PNI, je crois, c'est ça. On a eu une subvention de 30 000 € sur une plateforme qui a coûté quand même en développement 80 000. Donc, des outils qui sont un peu coûteux à développer. Et ensuite, il faut surtout penser à les animer, à les rendre durables. Et c'est ce à quoi nous nous attachons. C'est-à-dire que ce n'est jamais un one-shot. Il faut toujours penser qu'il faut pouvoir non seulement revenir sur ce qui a été fait, mais évidemment pouvoir chaque fois ajouter une nouvelle édition quand on crée un événement de ce type. Alors, ce côté participatif, nous souhaitons l'intégrer de plus en plus dans notre fonctionnement. Et par exemple, dans le cadre du projet Beauvoisine que l'on développe, qui est un projet d'un nouveau musée, dont je vais vous parler rapidement pour que vous ayez un peu les attendus du projet. Et vous verrez sur cette image aérienne, c'est tout un périmètre en fait dans lequel il y a actuellement deux musées, le musée des Antiquités et le Muséum d'Histoire naturelle. Mais ce lieu a été à Rouen au XIXe siècle le lieu du savoir, puisque c'était là où il y avait les universités, les musées, pas le musée des Beaux-Arts, mais plusieurs musées, dont le musée de la céramique également, et les deux musées que j'ai cités. Et puis, il y a un établissement aussi où il y avait l'école des Beaux-Arts, une sorte de campus. Et donc, on pourrait recréer cet esprit de campus qui associe la société civile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'imaginer un musée aujourd'hui? C'est vraiment pour nous inventer un nouveau lieu, en fait. Et un nouveau lieu, pourquoi faire? Parce que, en fait, on voit bien qu'il manque des lieux où on pourrait finalement être acteur, voyez, où la population, où le citoyen, la citoyenne pourrait participer de façon active, pas simplement à des jeux, à des ateliers, mais être acteur des grands chantiers qui sont les nôtres aujourd'hui. Et ces grands chantiers pour nous, il y en a deux, c'est la sauvegarde d'un patrimoine culturel et la sauvegarde d'un patrimoine naturel. Et c'est le projet de Beauvoisine, c'est de dire, voilà, on a un patrimoine commun, encore une fois, l'histoire des biens communs, des biens de l'humanité, c'est le patrimoine culturel et naturel. Et pour nous, notre enjeu, c'est de le faire survivre. Donc pour cela, il faut être en prise avec ce que la société civile souhaite, vit, de façon à transmettre pas simplement un patrimoine, mais aussi le goût pour ce patrimoine,
à transmettre la volonté de s'engager en faveur de ce patrimoine. Alors, on se dit qu'il faut inventer de nouvelles approches. D'abord, qu'il faut réveiller la curiosité, qu'il faut renouer avec des choses qui nous sont un peu lointaines aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas familier des notions de patrimoine naturel et culturel. Qu'il faut recentrer le musée, pas sur une démarche descendante, mais à partir des questions que se posent les visiteurs. Par exemple, si on dit, tiens, on me parle tout le temps de la disparition de la biodiversité, ben, nous avons des collections et des savoirs et des savoir-faire pour illustrer ces questions-là. Donc, l'idée de ce nouveau musée, c'est de partir des interrogations des visiteurs d'aujourd'hui, enfin, l'interrogation de la population plus largement, et d'y répondre en activant les collections un peu comme un moteur de recherche, vous voyez, avec une idée de… Évidemment, on ne va pas changer la disposition du musée tous les jours, mais d'un renouvellement régulier pour pouvoir prendre en compte les préoccupations légitimes de la population. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce croisement des regards, on va le multiplier à travers, vous voyez, voilà, cette petite vierge en ivoire dont je vous parlais. Il y a tous ces regards qui peuvent se croiser et nous ne sommes pas les détenteurs de tous ces regards. Nous ne sommes pas les détenteurs de tous les savoirs et donc nous appelons à croiser les approches, y compris en ayant le regard du sensible, le regard affectif. Il y a des visiteurs qui nous disent « Ah ben moi, par exemple, ça, je l'ai découvert quand j'étais enfant, ou au contraire, cette œuvre, elle me touche plus particulièrement parce que… » Eh bien, ça, c'est un regard qui est pour nous légitime. Donc, nous souhaitons intégrer dans les dispositifs de médiation l'ensemble de ces regards. Donc, ensuite, eh bien, pour tout ça, il faut créer une nouvelle organisation. Et là, ça va toucher la structure même de l'organisation du musée. C'est-à-dire, il faut des espaces. Il faut des espaces pour débattre, il faut des espaces pour partager, il faut des espaces pour pratiquer. Donc, ce n'est pas simplement, vous voyez, un lieu où on visite avec les coulisses et les musées. C'est un lieu aussi où on va pouvoir élaborer des choses ensemble. Et donc, il va falloir incorporer dans notre cahier des charges pour l'architecte des lieux de rencontre, des lieux de partage. Et puis, créer aussi des outils de concertation. Alors, dans le cadre du projet, il y a déjà des outils de concertation qui ont été lancés. Vous voyez là, par exemple, des photos, une lettre d'information, mais des ateliers participatifs avec différents publics, les publics du quartier, les publics jeunes, etc. Pour savoir. Donc, c'est des pratiques qu'on ne sait pas faire. Il faut savoir déléguer ce type d'atelier participatif à des personnes qui savent le faire, pour s'interroger sur ce que l'on veut dans ce nouveau musée. Mais, alors, par exemple, une des initiatives que l'on a faites, on a fait une brocante, vous voyez, alors pas avec les collections des musées, je vous rassure, mais il se trouve que l'association des habitants du quartier avait l'habitude de faire une brocante. On les a invités dans le jardin de l'établissement. Et tout à coup, il y a plein de gens qui sont venus, qui ne viennent jamais, qui ne savaient même pas que c'était un musée, et qui ont pu à cette occasion rencontrer des médiateurs ou des médiatrices, et puis être interrogés sur ce qu'ils attendent d'un nouveau musée. Donc ça, c'était un dispositif pour recueillir la parole de façon très spontanée. Mais il va falloir incorporer la parole du visiteur dans le fonctionnement même de l'établissement. Alors, c'est des choses qu'on fait déjà. Par exemple, nous avons plusieurs associations qui gravitent autour de nos musées. Vous savez, on a toujours une association d'amis, mais nous, comme on a 11 musées, on a plusieurs associations d'amis. Et donc, on leur délègue une grande partie de l'animation, et en particulier tout ce qui est conférences. Par exemple, l'association des amis des musées d'art de Rouen, les AMAR, A-M-A-R, on les a investis dans la mission de créer les programmes de conférences. Alors évidemment, avec nous, on travaille ensemble, mais ils sont extrêmement créatifs. Et donc, au début, si vous voulez, il y avait juste les cours de l'école du Louvre, c'était extrêmement classique et très directif. Et là, au contraire, c'est une association qui a à peu près 900 adhérents, qui prend en charge et qui décide du programme de conférence. Alors, on se rencontre, on leur dit, ben voilà notre actualité, on aimerait bien que, etc. Et ensuite, au début, on les a accompagnés, on leur a dit, vous pouvez contacter un tel, etc. Et puis aujourd'hui, ils sont très largement autonomes. Et tout à coup, vous voyez apparaître des programmes de conférences sur des sujets super intéressants qui ne concernent pas forcément votre sphère, vos collections,
Par exemple, on a un très beau programme sur l'art d'Asie, sur les arts d'Asie, du Japon, de Chine, etc. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir à Rouen l'ancien directeur du musée Guimet qui habite, Jacques Gies, qui est un très bon ami. Donc, à un moment, je les ai mis en relation avec l'association des Beaux-Arts. Je vais couper très vite, je vais conclure. Et ça se fait tout seul, vous voyez. Donc, il y a une part de l'activité du musée même que nous pouvons déléguer. Et pour cela, il faut apprendre à piloter plus que réaliser. Donc, ça veut dire vous changez l'organisation du musée, vous octroyez une part de votre budget en tout cas, vous réservez une part de votre budget à des projets que la société civile va porter et vous formez les professionnels des musées, non pas à réaliser, mais plutôt à accompagner et à piloter. Voilà comment on conçoit ce projet Beauvoisine et nous espérons le livrer en 2028 si Rouen est capitale européenne de la culture, ce pourquoi nous militons très grandement. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu long, mais je peux répondre maintenant à vos questions. Parfait, merci beaucoup Sylvain Mick pour cette présentation absolument passionnante qui nous donnera envie d'aller à Rouen dans les prochaines années pour découvrir ce projet, enfin ce musée Beauvoisine, qui est d'ailleurs finalement une illustration en quelque sorte de ce musée du XXIe siècle préfiguré par le rapport de 2017. Alors merci à tous les trois pour vos présentations passionnantes qui reflètent tant de formes que peut prendre la participation des publics au sein des musées. Alors, je suis sûre que vos interventions ont suscité d'ailleurs des curiosités, des remarques, des interrogations aussi. Surtout, n'hésitez pas justement à participer en posant vos questions via le chat ou en nous demandant la parole si vous le préférez. Je crois que nous avons donc déjà un certain nombre de questions qui ont été posées. Je vais laisser la parole à Marie pour les retransmettre à nos intervenants. Marie, à toi la parole. Alors, merci beaucoup en tout cas pour vos interventions qui ont été absolument passionnantes et qui ont effectivement suscité un grand nombre de questions, des questions très précises. Donc, je vais les poser dans l'ordre laquelle elles sont arrivées. Donc, la première, c'est une question de Xavier de la Selle qui a posé la question alors, au moment de l'intervention de Simon Gaucher, mais j'imagine que Sylvain et Muriel pourront éventuellement avoir leur avis sur la question. Ce n'est pas du tout des questions totalement dirigées à certains individus. Donc, Xavier nous explique que d'abord, c'est un beau projet, le projet de recopiage du musée. La déclinaison musée-société semble prometteuse, mais en l'état, je me demande en quoi elle est réellement participative. Elle ressemble plus à une offre de médiation ludique innovante qu'à une démarche participative qui bousculerait le fonctionnement même du musée. Mais cela dépend de ce que le musée en fera par la suite. Donc j'imagine qu'en fait la question, et enfin moi ce qui me vient effectivement à la suite, c'est qu'est-ce que devient la réflexion sur les objets qui ont été étudiés pendant ces ateliers. Est-ce que le musée en garde une trace? Est-ce que ça change quelque chose dans la façon dont les objets vont être présentés éventuellement? Enfin, qu'est-ce qui ressort après l'atelier en lui-même? Alors, pour répondre à ça, c'est drôle parce que je vois qu'il y a Céline Chanas qui est spectatrice, qui est la directrice du musée de Bretagne, et Emmanuel Moreau, qui est responsable de l'innovation et de la prospective, avec qui on a construit le projet. Donc, il faudrait qu'il participe à cette réponse. En fait, ce qui est très complexe, c'est que, comme je le disais, le projet il a été vraiment avorté par la crise sanitaire, donc il n'est pas allé au bout de cette invention, de cette communauté autour de ces 90 objets. Une des pistes qu'on avait, c'était justement que dans le cadre de la refonte de ce parcours permanent, il puisse y avoir des regards de la part de cette communauté qui se constituait à l'occasion de ce projet.
et qui était finalement une façon de les former aussi à ce que pouvait être un geste de conservation, un geste d'étude et de mise en récit de ces objets-là, quoi. Donc ça, c'était une piste qui avait été évoquée. Après, du coup, on s'oriente vers un autre format pour restituer toutes les traces qu'on a conservées, puisque les traces de ces séances sont évidemment conservées. Et là, pour l'instant, ça va prendre la forme d'un film qui est plutôt une mise en fiction de ces objets et du musée. Mais je suis d'accord avec le fait que pour l'instant, c'est surtout une offre de médiation plutôt qu'un bouleversement du fonctionnement du musée actuel. Donc, alors, Céline a répondu via le chat. Est-il vraiment nécessaire de rendre les musées gratuits pour tous? Alors je ne sais pas si c'est la même Céline que la Céline Chana, c'est pas la même. Donc je vais attendre, je poserai cette question après, je vais la reprendre dans les ordres. La question suivante qui a été posée par Ligeri Papadianaki pose la question: je crois que l'interprétation du patrimoine historique, archéologique, ethnographique par le grand public peut ajouter à la valeur des recherches scientifiques. Pensez-vous que la science pourrait s'améliorer à travers ce type d'expérience en s'ouvrant au public non spécialiste? Est-ce que globalement, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des trouvailles qui soient réalisées par ces participants d'une après-midi? Moi, ça me fait écho. En l'occurrence, des trouvailles, je ne sais pas. Une autre façon de regarder l'objet, de l'interpréter, de le mettre en valeur, certainement. Après, ça fait écho à un autre dispositif que mène le musée de Bretagne, justement. Mais encore une fois, Céline et Emmanuel pourraient en parler mieux que moi, qui est justement une page sur le site internet qui permet à quiconque de commenter les objets, mais aussi justement d'apporter des histoires sensibles par rapport à ces objets-là, quoi. Ou d'en reconnaître certains quand effectivement certains sont non identifiés. Donc évidemment, moi je pense que le regard de citoyen, mais comme le précisait très bien Sylvain Amic, le regard de citoyen sur les collections d'un musée est extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, et nous permet de nous décentrer justement aussi d'une forme d'expertise dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces réponses. Je vais enchaîner avec les questions qui ont été posées pendant l'intervention de Muriel Molinier. Encore une fois, ça n'empêche pas les autres intervenants d'intervenir, notamment parce que la question que je vais poser là a été en partie déjà répondue par Sylvain Amic, puisqu'il avait vu la question, mais je me permets du coup de poser la question, peut-être de rebondir par rapport aux autres intervenants. Pourquoi les musées sont-ils si en retard sur les questions de participation et d'inclusion des publics? Serait-ce dû à cette notion d'expertise associée au métier de la muséographie, sacralisation des savoirs qu'on trouve moins dans d'autres lieux de culture, bibliothèques, centres d'interprétation scientifique ou d'autres pratiques artistiques comme le théâtre ou la danse? Donc moi, par rapport à la participation, donc je ne saurais pas avoir un regard global. Par rapport à l'inclusion, c'est souvent des projets plus à petite échelle, en fait, plus discrets. Donc ça ne va pas être forcément des choses visibles. Donc c'est aussi quelque chose qui est à questionner, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas au courant de ce qui se fait dans les musées par rapport à l'inclusion. Après, le retard, moi je vois aussi la société française qui est aussi en retard par rapport à cette question de l'accessibilité en général et de l'inclusion, mais c'est en cours d'évolution. Et voilà, moi je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se font, même dans les musées des beaux-arts, enfin moi c'est ce que j'ai étudié en l'occurrence, et qui peuvent être perçus justement comme des lieux sacralisés, mais qui vraiment développent une multitude de programmes pour atteindre les publics. Voilà, alors après, moi, je suis critique parce que c'est mon rôle en tant que chercheur de vouloir chercher quoi améliorer et comment faire encore plus d'inclusion. C'est vrai que moi, je vois tous ces projets donc spécifiques sur mesure comme de l'intégration. Donc ça, c'est pas encore de l'inclusion, on est dans tout ce qui est spécifique. Tout ça, on n'est pas encore dans une vision globale d'un
donc public que moi j'appelais universel, donc avec tout le monde au même niveau et on se met à la portée de toutes les personnes. Donc voilà moi ce que je pourrais répondre par rapport à ça. Je peux répondre aussi peut-être. Effectivement, il y a eu un retard et ce qu'on a mis en place n'a pas été mis en place sans difficulté dans les musées. Hein. L'idée de faire voter les visiteurs, par exemple, ça a fait des débats en interne. Et donc, il a fallu purger ces débats. Et en fait, la résistance, elle est souvent quand vous vous sentez attaqué, quand vous vous sentez dépossédé de quelque chose, vous résistez. Donc, il a bien fallu qu'on en discute. Et c'est simplement que, je pense, la notion d'expertise est mal située. Ça ne veut pas dire qu'on dépossède le personnel des musées de son expertise. Ça veut dire qu'il l'exerce autrement. C'est-à-dire qu'il est, pour nous, il est l'expert et donc le référent. Mais il n'est pas le seul à parler. Et à partir du moment où on avait décloisonné les disciplines au sein de nos établissements, de nos musées, à partir du moment où on acceptait le regard de l'autre conservateur, l'autre conservatrice de l'autre discipline, il devenait incohérent de ne pas s'ouvrir à d'autres regards au-delà de nos champs disciplinaires. Mais il fallait donc… Et du coup, je trouve que, vous voyez, la notion d'expert, elle est là comme le recours. C'est-à-dire, c'est celui qui vous dit, voilà, si vous m'interrogez sur le sens de cette œuvre au regard de la discipline qui est la mienne, voilà ce que je peux vous dire dans l'état actuel des connaissances. Voilà, c'est donc une forme de relativisation des savoirs. Et à partir de ce moment-là, on n'est plus dans un savoir descendant. On est dans un savoir participatif qui se construit à plusieurs. Et une fois qu'on a dégoupillé, une fois qu'on a passé ce cap, il n'y a plus, si vous voulez, de procès en démagogie ou de l'idée que l'on va, voilà, maintenant c'est n'importe quoi, n'importe qui va décider ce qu'on voit dans les musées. Non, 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 ce n'est pas le cas. Il y a bien un regard d'expert qui est porté, il y a bien un discours d'expert qui est donné. Mais ce n'est pas le seul à pouvoir s'exprimer, le seul à pouvoir décider. Voilà, c'est ça qui change. Et alors, juste pour compléter par rapport à l'inclusion, en fait, moi j'aime bien ce que vous avez dit, Sylvain Amic, par rapport à former le professionnel à accompagner. J'ai bien aimé cette formulation. Mais alors, par rapport à l'inclusion, moi je trouve que se saisir du regard, donc moi par exemple au niveau d'un accompagnateur, construire toute une médiation sur le regard d'un accompagnateur, je trouve que ça ne permet pas, si vous voulez, de changer de regard peut-être sur un groupe de public, vous voyez, qui vient avec un accompagnateur. Et du coup, on continue à prolonger le regard de cet accompagnateur sur ce public. Et donc, le fait que côté musée, on n'ait pas une petite, alors expertise, ce n'est pas le mot, un regard propre qui pourrait se positionner, voilà, moi là, c'est la différence que je ferais sur l'inclusion. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Et je vais enchaîner avec la deuxième partie de la question d'Alexia, qui est plutôt du coup orientée à Muriel, mais notamment Sylvain Amic, en travaillant au sein d'un musée et connaissant bien comment on embauche et comment on rémunère les gens, sera peut-être aussi à même de participer. Comment s'assurer que les institutions culturelles n'exploitent pas les experts de l'expérience vécue, personnes en situation de handicap offrant leurs avis, leurs conseils, une charte pour la rémunération au même titre que les consultants est-elle en réflexion pour ces participants experts? Alors, donc là, plusieurs niveaux de réponse. Donc, l'idée après d'exploitation, c'est vrai qu'on peut la retrouver. Alors, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, quand on délègue aux accompagnateurs des publics toute la médiation à recréer pour leur public, c'est vrai que ça fait une charge énorme qui est confiée à ces personnes et on peut se demander si c'est leur rôle, parce que ça sort vraiment de leurs compétences professionnelles, donc que ce soit des bénévoles ou des travailleurs sociaux, ils n'ont pas la compétence de la médiation culturelle, par exemple. Et ils sont souvent amenés à recréer tout un discours. Donc, c'est pour ça qu'à nouveau, moi, j'arrive à la conclusion de se dire que côté musée, et c'est ce qu'amène aussi la conception universelle, c'est-à-dire que si on prend en compte au lieu d'aller demander aux personnes de tout tester et de les solliciter pour tous les dispositifs, si on prend en compte déjà les fonctionnements nécessaires à certaines catégories de public, qu'on repère certaines fragilités et que systématiquement on les intègre à chaque dispositif,
on n'est plus en train d'aller solliciter les personnes systématiquement à chaque fois. Encore une fois, je ne m'oppose pas à la participation. C'est vraiment un autre regard plus particulier sur l'accompagnement du public fragilisé. Oui, peut-être je peux apporter un complément. En fait, on est en train de dire, voilà, les musées anglo-saxons sont plus ouverts, etc. Mais la culture anglo-saxonne de la participation est très différente. Dans le monde anglo-saxon, dans le monde en Amérique du Nord, par exemple, mon amie Nathalie Bondil, qui a dirigé le musée de Montréal, le musée des Beaux-Arts de Montréal, là-bas, il y a une association des guides bénévoles pour lesquels il faut suivre un cursus de formation de plus d'une année et passer un examen pour avoir la chance d'y rentrer. Donc, vous voyez, on est très, très loin de ce qui se passe chez nous. Alors, chez nous, effectivement, la notion de bénévolat est souvent suspecte. Les suspects, et je pense que ce n'est pas toujours légitime. Je pense qu'il y a des freins réciproques à la question du bénévolat dans les musées. Les établissements ne sont pas formés pour accueillir des bénévoles. Il y a des questions d'assurance qui ne sont pas résolues, par exemple. Et la société civile parfois dit oui, mais alors ça, c'est de l'expertise gratuite. Bon. Je pense qu'il faut relativiser. Il y a aussi une forme d'engagement qui peut être celle du citoyen dans les musées, dans les établissements. Par exemple, les associations que j'ai décrites, ce sont des personnes qui s'engagent dans la vie associative parce qu'elles sont désireuses de voir émerger quelque chose et elles réalisent dans nos établissements des programmes qu'elles pourraient réaliser ailleurs, mais elles les réalisent avec nous, elles préfèrent les réaliser avec nous. Faire des conférences, par exemple, vous pouvez le faire dans n'importe quelle salle, n'importe où. Ils préfèrent le faire au musée des Beaux-Arts. Nous, on donne nos espaces pour qu'il se soit possible. Donc là, je pense qu'on est sur du gagnant-gagnant, vraiment. Après, la question de la contractualisation, elle se pose sans cesse dans un musée, parce que vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Alors, le fait d'avoir recours à des professionnels ou à des personnes ressources, on le fait tout le temps. Par exemple, un commissariat, il y a souvent un commissariat associé avec une personne qui est rémunérée pour. Une prestation, par exemple, en médiation, il y a plein de compagnies de spectacles vivants qui travaillent avec nous. Et il y a aussi des conteurs, il y a aussi des... Voilà, il y a plein d'initiatives. En fait, ce que nous souhaiterions, c'est plutôt qu'il y ait un service, vous voyez, qu'on arrive à créer un service du pilotage de projet qui dit, ben moi, je ne sais pas, j'ai 50 000 €, ils ne sont pas attribués, allez-y, proposez-moi des trucs et on va gérer sur l'année. Et on va vous accompagner, ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça vous pouvez le faire, mais je vais vous dire comment, etc. Et pourquoi pas rémunérer les acteurs, pourquoi pas rémunérer les gens qui participent, mais je ne pense pas que ce soit un principe universel. Ça dépend en fait de l'engagement de la personne. Quand vous commencez à rémunérer, c'est un contrat avec des livrables, des calendriers, des attendus et une forme de responsabilité qu'on ne peut pas demander à un bénévole, par exemple. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Et la dernière question s'adresse tout particulièrement à vous, puisque c'est la question: la rémunération des musées métropolitains de Rouen dispose-t-elle d'un budget participatif? Est-ce un projet et sinon pourquoi? Alors non, pas encore, c'est ce que je vous disais, on le souhaite. Je voulais le mettre en place dès cette année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un budget identifié pour des projets participatifs qui ne sont pas encore choisis. Voilà, c'est là où je voudrais arriver, c'est-à-dire qu'on puisse se dire, tous les ans, il y a un projet, il y a un budget qui est dédié à des projets qui vont être proposés dans le courant de l'année par les forces vives de la population. En revanche, nous avons plusieurs dispositifs participatifs sur lesquels il y a des budgets fléchés. J'en ai un, par exemple, qui s'appelle La Ronde. C'est un projet d'art contemporain, de l'art contemporain in situ dans les musées. C'est tous les ans. Et il y a un appel à projet pour les artistes émergents. Et donc là, on attribue pour chacun des lauréats, il y a vraiment un jury, etc., qui examine les dossiers, leur faisabilité, leur qualité, etc. Et là, les lauréats reçoivent un budget qui leur permet de financer leur projet. Alors, ce n'est pas des gros budgets, c'est 3 000 €, c'est 3 000 à 4 000 €, mais multiplié par 10 à 15 lauréats, c'est beaucoup. Et ensuite, on met en place avec eux leur projet. Donc là, c'est plutôt des artistes,
dans les établissements. Et évidemment, à côté, il y a la publication, la communication et l'accueil, la surveillance, la médiation qui sont pris en charge. Donc là, c'est un dispositif participatif qui existe et qui est réédité chaque année. Et puis, bien sûr, la Chambre des visiteurs, le Club des visiteurs, etc., qui sont financés sur les crédits de la Réunion des musées métropolitains. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes et je crois que Maëlys avait un certain nombre de questions qu'elle trépignait de poser, donc je vais lui rendre la parole. Toutes les questions étaient très intéressantes et merci à tous pour vos réponses fort complètes. J'avais préparé effectivement un certain nombre de questions que je n'aurais pas le temps de poser, mais j'en retiens peut-être une qui est du côté des limites de ces actions participatives. Donc, on a évoqué les résistances qui peuvent être rencontrées en interne. Donc, vous avez expliqué, Sylvain Mick, de quelle façon on peut les surmonter en faisant finalement de la pédagogie auprès des équipes, en amenant ce changement de regard sur ce qu'est l'expertise. Mais de l'autre côté, public, vous avez évoqué à un moment la difficulté de passer d'une communauté qui vote à une communauté qui s'implique ensuite concrètement. Vous avez un petit peu parlé aussi de la timidité des publics à s'impliquer. Et c'est vrai que ça peut être aussi un frein à la participation, même lorsqu'elle est souhaitée du côté de l'institution. Du coup, c'est une question que je vous pose. Vous pouvez avoir tous les trois des avis à ce sujet, mais comment est-ce qu'on peut permettre la participation au sens plein des droits culturels, c'est-à-dire justement en faisant participer un public qui soit nombreux, diversifié, et qui ne soit peut-être pas le public le plus habituel et habitué au musée? Je réponds en premier, puis je vais essayer de faire bref. Je pense qu'il y a une grande différence entre participation et engagement. C'est vraiment pas la même chose. Et la participation, on commence à l'effleurer. L'engagement n'y est pas encore, sauf dans le domaine associatif. Et je pense que pour ça, il faut absolument qu'on se projette hors les murs. C'est très difficile de toucher en dehors de la cible habituelle des musées en termes d'engagement, parce que fatalement, même nos initiatives, on touche d'abord les publics habitués des musées. Donc, si on veut vraiment sortir de cette zone de confort, il faut absolument se projeter hors les murs. Et donc, ça demande d'autres investissements. Mais je citerai juste un exemple de mon amie Claire Leblanc, qui est la directrice du musée d'Ixelles, qui fait le musée chez vous. Et en fait, là, les habitants du quartier choisissent des œuvres qui sont présentées chez eux pendant le week-end, et les habitants s'engagent à accueillir les visiteurs dans leur habitation avec un projet de médiation qu'ils ont créé et avec des œuvres des musées. Vous voyez que ça paraît impossible, et en fait, c'est parfaitement possible. Il y a un film que vous pouvez voir en ligne de 52 minutes qui est absolument génial. On voit tout le dispositif. Elle en est, je crois, à sa 3e, 4e édition. Et donc, vous imaginez les habitants du quartier qui ont des œuvres chez eux, qui reçoivent parfois plusieurs centaines de visiteurs pendant le week-end dans leur appartement, qui parfois fait 25 mètres carrés. Donc, je vous laisse imaginer. Merci beaucoup pour le partage également de cette initiative. On pourra mettre dans le compte-rendu de la rencontre qui sera ensuite mise en ligne sur le site le lien justement vers cette initiative du musée d'Ixelles. Je ne sais pas si Simon Gaucher ou Muriel Molinier, vous souhaitiez en réaction dire un dernier mot? Non? Sinon, je vais peut-être conclure, puisqu'il est 19h55. Alors, il y aurait sans doute encore beaucoup à dire, à interroger et évidemment à imaginer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois, Muriel Molinier, Sylvain Mick, Simon Gaucher, pour votre présence, même à distance, ce soir. Merci également à Marie Dallarini, Guirec Zéo, Audrey Doyen, Jade Nilman et toute l'équipe de l'association Métis pour la co-organisation. Un grand merci évidemment à vous toutes et tous pour votre participation active, pour vos questions. Je vois qu'il y en a peut-être une qui est restée d'ailleurs sans réponse au sujet de la gratuité des musées. Je ne sais pas si on a quelques instants pour y répondre, si vous voulez peut-être. Moi, je peux répondre encore parce qu'on est passé d'un musée payant à un musée gratuit pour les collections. En fait, je crois qu'il y a beaucoup trop de passion autour de la gratuité des musées dans le débat. Et donc, je recommande toujours d'objectiver, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la recette d'un musée? Regardons de près. Et vous verrez que déjà 55% des visiteurs sont exonérés. Et qu'ensuite, ce qui reste en recette est très faible. Est-ce que ça vaut le coup?
C'est la question qu'il faut poser aux élus qui prennent la décision. Est-ce que ça vaut le coup de garder un musée payant si la recette est aussi faible et s'il y a autant de personnes déjà exonérées? Oui, sachant que... Ah pardon, sachant qu'en plus sur les manifestations gratuites, il y a vraiment une venue des primo-visiteurs pour les musées et pour le musée qu'ils visitent et les musées en général. Donc c'est vraiment des démarches. La gratuité déclenche la venue au musée des personnes publiques, comme on veut. Vraiment, c'est quand même un facteur déclenchant. Merci beaucoup Muriel pour ce complément. Alors je crois que cette fois-ci, il est véritablement l'heure de nous quitter. Nous vous avons envoyé dans le chat un petit questionnaire d'évaluation de la rencontre. On vous le renverra également par mail pour les personnes qui étaient préinscrites. Si vous pouvez prendre 2 minutes, vraiment, ça prend très peu de temps pour y répondre. Ce serait vraiment formidable. Ça nous permettra, nous, de nous améliorer pour les prochaines rencontres qui auront lieu le 23 février puis le 30 mars également en ligne. Alors, je voulais simplement vous partager, si j'y arrive, la fiche. Bon, si je la trouve. Bon. Bon, petit souci technique de mon côté, je ne trouve plus mon affiche, c'est pas grave. Peu importe. Donc, en tout cas, nous vous donnons rendez-vous le 23 février pour poursuivre ensemble cette réflexion sur la participation au musée, cette fois-ci au prisme du numérique, avec là encore 3 intervenants, dont un chercheur et 2 professionnels de musée. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le programme qui est sur le site de Métis Lab. Et puis ensuite, fin mars, le 30 mars, pour questionner cette fois-ci la participation des publics au temps du Covid. Question, on ne peut plus d'actualité. N'hésitez pas à aller voir tout ça sur le site internet et à vous inscrire. Et puis vous retrouverez le compte-rendu de la rencontre dans les prochaines semaines également, ainsi qu'un enregistrement partiel de cette rencontre qui sera mise en ligne. Merci encore et très belle soirée à toutes et à tous.